Bonsoir. Donc je me présente Bertrand Buisson. J'ai la difficile tâche, mais tout à fait honorable, de remplacer Aurore Ninino, notre tête de liste, qui donc s'excuse de ne pas pouvoir être là, mais elle a subi une intoxication alimentaire assez sévère. Elle va survivre, vous inquiétez pas. Mais donc ce qui fait qu'elle n'a pas pu être là ce soir. Donc voilà, moi je milite pour la liste Lyon-Ville Pionnière. Je suis pas candidat en tant que tel, moi je suis lyonnais et je suis aussi vice-président de Solidarité et Progrès. Donc je vais ouvrir cette réunion en vous retranscrivant un peu les propos qu'Aurore Ninino aurait tenus si elle avait pu être là ce soir, mais qu'elle ne manquera pas de tenir pendant les 8 semaines de campagne qui sont devant nous. Et la première chose en fait, c'est de regarder, pour savoir ce qu'on doit faire à Lyon, regardez en dehors de Lyon, regardez ce qui nous arrive dessus. Parce qu'on a une situation, je vais commencer par le système financier international, qui est la mère de tous les problèmes, puisqu'on a une bulle des produits dérivés financiers, donc qui sont 98% totalement spéculatifs, de 700 000 milliards de dollars à l'échelle du monde, essentiellement les États-Unis et l'Europe. Et les banques universelles françaises, celles qui sont au coin de la rue, celles où il y a vos dépôts, celles qui parfois aussi vous prêtent, parfois de moins en moins, ont 100 000 milliards de ces produits dérivés dans leur compte, ou en tout cas dans leur hors bilan. Donc ça veut dire qu'elles sont dans une situation où une faillite pourrait très vite arriver avec ce type de montant-là. En 2008, pourquoi le système financier n'a pas fait faillite? Parce qu'il y a eu des renflouements publics d'une part, et surtout depuis 2008, il y a eu une politique d'injection massive de liquidités dans le système bancaire transatlantique, c'est-à-dire États-Unis et Europe, qui a été de 7 000 milliards. C'est-à-dire que les banques centrales des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Europe ont avalé pour 7 000 milliards d'actifs toxiques qui appartenaient aux banques, et ils ont en échange donné de l'argent frais qu'ils ont purement et simplement créé. Donc, est-ce qu'on peut refaire ça à la prochaine crise? La réponse c'est évidemment non, et c'est pour ça que dans la réforme bancaire qui a été votée l'été dernier, celle qui au départ devait être tournée contre le monde de la finance, et qui va être aussi appliquée au niveau européen, on a le principe du renflouement interne, c'est-à-dire la résolution bancaire en termes propres, c'est-à-dire que plutôt que de prendre dans l'argent public ou dans l'argent des banques centrales, on va prendre ce qu'il y a à l'intérieur des banques, ce qui inclut les dépôts. Évidemment, les dépôts sont garantis à plus de 100 000 euros, enfin jusqu'à 100 000 euros sont garantis, donc théoriquement aucun d'entre vous dans la salle n'est concerné. S'il y en a un qui est concerné, il lève la main, on discutera après. Mais à Chypre, ils avaient essayé de prendre en dessous de 100 000, ils ont vu qu'il y avait une levée de bouclier, mais ils ont essayé, donc c'était une sorte de test. Mais le grand problème, c'est que si vous prenez par exemple en France, le montant qu'il y a dans le fonds de garantie des dépôts, c'est 2 milliards d'euros. Donc ils veulent le passer à 6 milliards. Mais les dépôts en France, c'est 1800 milliards. Donc répartis dans essentiellement 4 banques, si on enlève la défunte Dexia. 4 banques qui tiennent tout le marché en France. Donc évidemment, ça veut dire que de fait, les dépôts ne sont plus garantis. Évidemment, si on procède à ces renflouements internes, et si on continue avec la politique d'austérité qui est imposée aujourd'hui en Grèce, au Portugal, en Espagne et en France, de plus en plus, il va falloir, disons, la démocratie ne permettra plus de contenir cette austérité. C'est-à-dire que, ce que disent pas mal de gens, plus ou moins ouvertement, c'est qu'il faudra en fait des États policiers, un peu comme on commence à voir à se mettre en place en Grèce, avec des risques de coup d'État, pour pouvoir imposer cette saisie des dépôts et cette austérité draconienne. Et c'est même ce qu'a dit récemment Alain Lambert, le très respectable ministre du Budget sous Jean-Pierre Raffarin, qui est président du département de l'Orne. Il a dit « On ne peut pas exclure qu'une solution militaire soit indispensable pour épauler un pouvoir politique submergé ». Voilà, donc ce qu'on a eu dimanche à Paris avec le jour de colère n'est qu'un avant-goût des troupes de choc qui pourront sévir dans cette situation qui est devant nous. Je vous parle de ça parce que quelle est aujourd'hui la politique au niveau lyonnais? C'est celle de la super métropole, la mégalo-métropole. Alors, dans ce domaine-là, on peut dire que Lyon est une ville pionnière, pas dans le sens où nous, évidemment, on l'entend, mais puisque Gérard Collomb et Michel Mercier ont, avant que la loi soit votée au niveau français, fait tous les accords pour que la super métropole, le super Grand Lyon, puisse voir le jour. Ça va entrer en vigueur le 1er janvier 2015.
Et tout simplement, en fait, on va couper le Rhône en deux, c'est-à-dire le Rhône rural sera jeté à son sort, laissé à son sort, et Lyon va avaler tout le reste, toute la zone urbaine. Et d'ailleurs, dans ce processus-là, sachez que l'année prochaine, donc, à ce titre-là, probablement personne n'est au courant, il n'y aura pas de cantonal à Lyon, il n'y aura pas de cantonal dans le Grand Lyon, parce qu'on aura la super métropole. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de métropole? Et là, ça touche directement à la situation du 3e arrondissement, et en fait à la situation de la Part-Dieu, notre cher quartier de la Part-Dieu, que nous traversons tous les jours, y compris sa gare, donc on a le temps de bien y penser. Si vous voulez bien comprendre ce qui se passe, il y a un seul slogan pour le résumer, c'est « Only Lyon ». C'est ça la métropole, c'est-à-dire on s'en fout du reste, ce qui compte c'est Lyon. Les autres, ils peuvent crever. Et c'est ça la mentalité qu'il y a derrière. Il y a Jacques Attali qui l'a très bien expliqué dans un article publié dans la Tribune le week-end dernier, où il a dit, voilà, la métropole, c'est la fin des États-nations, c'est la mondialisation financière, c'est voilà, la fin du vieux monde. Maintenant, les métropoles seront les échelons intermédiaires de la mondialisation, et pour survivre, ils devront se faire la compétition au niveau international, et donc savoir séduire les investisseurs internationaux. Donc c'est une forme de gouvernement mondial par le bas, parce que lui, il a toujours milité par un gouvernement mondial par le haut. Là, il le fait par le bas, mais il garantit que ça sera démocratique, parce que tous les citoyens seront connectés par Internet, et donc tout le monde se fera cette magnifique démocratie participative globale. Et puis il explique bien, voilà, il y aura les classes supérieures qui seront nomades, hein, qui n'auront pas d'attache, qui iront de métropole en métropole. Et puis il y aura les travailleurs précaires, et la métropole devra contenir ces travailleurs précaires, éventuellement donner un petit peu d'aide sociale entre deux emplois, pour que cette main-d'œuvre puisse faire fonctionner les métropoles. Et il le dit comme ça. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est ça en fait qu'on est en train de voir. Ça n'entre pas en vigueur en réalité le 1er janvier 2015, ça fait déjà 20 ans que c'est en route, avec toute cette politique du rayonnement international. Donc dans le rayonnement international, c'est de dire Lyon ne doit pas se développer ses propres capacités à faire vivre sa population. Lyon doit aller charmer les investisseurs pour ramener du fric, pour ramener du PIB. Donc c'est la chasse à l'argent. C'est pour ça que on appelle les Qataris pour qu'ils viennent foutre du pognon à Lyon, les investisseurs étrangers, les banques, etc. Et qu'il y a ce projet de faire voilà, des tours, les buildings, les gratte-ciel, quel que soit le nom qu'on y donne, à la Part-Dieu. Et que la Part-Dieu soit le centre d'un rayonnement. Parce que les buildings, ça renvoie les rayons du soleil, donc on les voit de loin. On va faire un grand stade, on va faire des centres commerciaux, on va faire la fête des Lumières, vous voyez, qui n'est plus du tout celle qui était la fête des Lumières lyonnaises, mais qui est une sorte de gros show pour justement faire parler de Lyon au niveau international. On va mettre l'argent là-dedans, ou le peu qu'on a, pour attirer ces investissements étrangers. Et ça, c'est une conséquence très grave pour la Part-Dieu, c'est-à-dire que, enfin pour Lyon, c'est-à-dire qu'on va pas avoir un investissement dans toute la ville pour vraiment avoir un développement homogène de toute la ville. On va tout foutre à la Part-Dieu, ce sera essentiellement des fonds privés. Et il y a tellement peu d'argent public dans ce monde-là de la métropole et de la mondialisation financière que on fera pas de nouveaux métros pour desservir la Part-Dieu, ce qui fait que le 3e arrondissement, les transports, et y compris ces petites rames à vapeur avec des lumières qui clignotent et tout ça, et des écrans digitales dedans, en fait, seront saturés, et la vie dans le quartier deviendra invivable. Donc c'est un enjeu, tant du point de vue du futur, que du point de vue immédiat et du point de vue local. Alors, face à cette situation, évidemment, nous, on est Lyon ville pionnière, parce qu'on ne s'adapte pas à ce monde-là. On refuse de s'y adapter. Ceux qui disent qu'on n'y peut rien se trompent, ou alors en fait du coup c'est ça qu'ils vont avoir comme monde plus tard pour leurs enfants. Nous, ce qu'on défend, c'est la vraie conception de la métropole, qui était celle de départ. Vous connaissez les métropoles d'équilibre qui ont été définies en 1963 dans le 5e plan par Olivier Guichard, qui était le président de la DATAR. Et c'était vraiment l'idée que les métropoles d'équilibre, les 8 métropoles d'équilibre dont Lyon faisait partie, devaient être des pôles pour irriguer et développer le territoire. C'est-à-dire, le but, c'était vraiment d'organiser le développement de la France à partir de ces métropoles-là, mais pas pour développer ces métropoles-là en tant que telles. Il fallait vraiment décentraliser le développement et le distribuer sur tout le territoire. À cette époque-là, vous voyez, on pensait à long terme, et on pensait à vraiment comment on allait devancer le développement. On avait un plan, c'est-à-dire on se disait dans 50 ans à quoi va ressembler notre pays, dans quelles conditions les gens vont vivre, et quelles orientations on doit prendre aujourd'hui pour y arriver. Et ça, à l'époque, on l'a fait parce qu'on avait le contrôle du crédit. Il y avait une politique de crédit public, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'est-à-dire qu'on avait séparé les banques à la Libération, on avait nationalisé la Banque de France. La Banque de France faisait des avances à l'État pour les investissements, pas pour les dépenses, pour les investissements de long terme, essentiellement justement ce développement des régions. Et c'est ça qui avait permis le miracle des 30 Glorieuses.
Et nous, c'est ce qu'on met au centre de notre riposte municipale face à la métropole, c'est la vraie réforme bancaire, c'est-à-dire que ce que Aurore Ninino s'engage à faire si elle est élue, et même si elle ne l'est pas, on continuera à pousser dans ce sens-là, c'est que la ville de Lyon, le 3e arrondissement et la ville de Lyon émettent un vœu municipal qui dit clairement au gouvernement ainsi qu'aux députés du Rhône, parce que c'est aussi à ça qu'ils servent, quitte à cumuler autant que ça serve à quelque chose, vous devez déposer et faire voter la proposition de loi que nous on a rédigée d'ailleurs en l'occurrence, mais qui a déjà été transmise à 130 députés et à pas mal d'économistes, pour avoir cette véritable séparation bancaire. Et ça permettra d'une part de se débarrasser du risque de ces produits dérivés de ces marchés financiers, parce que toute la partie liée aux marchés financiers sera à nouveau en fait séparée de la partie dépôt et crédit qui est censée alimenter l'économie, et là où sont vos dépôts. Donc il n'y aura plus besoin de ces mécanismes de renflouement interne qui aujourd'hui menacent le droit de propriété qui est celui de vos dépôts. Voilà, ça c'est le point fondamental. On ne peut pas avoir de débat municipal en fait si on ne parle pas de ça, c'est une folie. Parce que voilà, l'enjeu dans une élection, en fait, qu'elle soit locale ou pas, en fait, c'est quoi les conditions du progrès et comment on va les créer. On parle du progrès humain, du progrès de l'humanité, que ce soit à Lyon ou ailleurs. D'ailleurs, même dans la présidentielle, c'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas vraiment été abordé en réalité, à part ce que M. Cheminade y avait amené. Mais c'est pareil dans une élection locale. Si on ne parle pas de ça, en fait, on se condamne justement à s'adapter. Et nous, on ne s'adapte pas. Voilà, c'est notre politique, c'est ça Lyon Ville Pionnière. Mais si on fait cette politique pour enrayer la finance et débloquer le verrou financier, à ce moment-là, il y aura énormément de choses qui pourront être faites pour l'avenir, et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Alors, donc évidemment, si on ne veut pas d'une mégalo-métropole qui abrite tous les financiers et qu'on se transforme en une espèce d'hôtel de passe pour ces financiers et qu'on essaie de se faire belle parce que sinon on n'est pas attirante. Si on ne privilégie pas la finance, les services et le divertissement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ce qu'on appelle de l'industrie. Car l'industrie, c'est ce qui nous distingue fondamentalement des autres animaux. C'est-à-dire que, disons, c'est la capacité qu'on a à transformer l'environnement autour de nous, à l'organiser pour accueillir les gens dignement. Alors, si on veut pas d'industrie, on n'a qu'à retourner dans les arbres. Et ça tombe bien parce que Gérard Collomb, dans son programme, enfin dans son bilan, il a dit qu'il avait planté 16 000 arbres depuis 2001. Donc il y a de la place pour, si jamais voilà, il y a un afflux de traders, ils pourront très vite se sentir comme chez eux. Donc non, vraiment la finance, c'est la culture de la soumission, soumission à l'argent, soumission à un pouvoir centralisé, soumission à l'idée de l'arbitraire, c'est-à-dire il n'y a pas de... Voilà, c'est une soumission au caprice de l'instant, au caprice d'une personne en particulier, d'une personne plus ou moins voilà, distante. Et c'est la soumission à la rareté. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de rareté, il n'y a pas de système financier tel qu'on l'a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils font toute leur bulle financière se base sur la rareté de voilà, la rareté de ressources, la rareté de services publics, la rareté de tout. Donc ça c'est la culture de la finance qu'il faut absolument combattre. L'industrie, c'est plus un pari sur l'avenir, sur les capacités humaines à découvrir. C'est une culture de la vie. C'est une culture dans laquelle on a un niveau de vie qui s'améliore parce que on est en train de transformer notre environnement. Transformer notre environnement parce que le travail humain, c'est pas seulement le travail des mains, le travail des muscles, c'est le travail de l'esprit d'abord qui rencontre, qui rencontre les principes du monde, de la nature, de comment elle fonctionne, et qui ensuite les imprime dans une machine. Ce qu'on appelle une machine, c'est simplement une façon d'organiser un principe de la nature, une force de la nature, pour lui faire faire quelque chose. Donc ça, c'est ce que produit l'intelligence humaine, c'est ce qu'on appelle, donc ça permet de rendre la nature plus productive. Donc elle lui fait faire effectuer plus de travail, et à ce moment-là, on peut accueillir plus de gens dans de meilleures conditions, et on peut les accueillir moins bêtes.
Ça, c'est la première des choses. Donc, si on fait travailler les forces de la nature à notre place, on gagne du temps. Donc, on peut mieux réfléchir, on peut passer plus de temps avec notre famille, et on peut, s'occuper d'activités qui sont de plus en plus intéressantes, de plus en plus enthousiasmantes. Donc ça, c'est l'industrie. Donc il ne faut pas avoir dans la tête l'idée de l'industrie du 19e siècle, là où on est juste en train d'être, en train de se rompre les os pour essayer de tenir la cadence, etc. Je pense que l'industrie du 21e siècle, elle a une toute autre portée, mais elle ne doit pas être, mise de côté, parce qu'il y a un principe fondamental qui est que l'être humain doit transformer son environnement s'il veut y habiter. La Terre, elle n'est pas... de base, elle n'est pas faite pour accueillir 7 milliards de gens. Il faut la transformer. Et c'est ça la question de l'industrie. Donc il faut apprivoiser ces forces de la nature. Et d'ailleurs, moi je voulais montrer un peu, un petit peu tout ce que l'évolution humaine a amené depuis, jusqu'au 3e siècle avant GC. Donc avant Gérard Collomb. Donc par exemple vers 1700, jusqu'en 1700, on utilisait principalement le bois pour transformer la nature. C'est-à-dire que ça nous a permis de cuire nos aliments, de nous chauffer, de faire de la poterie, ensuite de la métallurgie, donc de fabriquer le premier fer forgé, ce qui a permis de fabriquer des outils, etc., etc. Donc ça nous a permis d'élever la capacité à faire vivre des gens. Donc vous voyez que la population a commencé à augmenter. Le charbon, le pétrole, donc ça nous a amené dans l'ère des machines thermiques, c'est-à-dire où on est capable de substituer le travail des muscles par un travail thermique fait à partir de matières naturelles. Ce qui nous a amené aussi tout le développement des chemins de fer, de l'aéronautique, etc., etc. Puis ensuite, on a eu la fission. Donc ça, c'était sous l'ère, du XXe siècle, après JC. Et là, ça nous a amené une électricité abondante, une capacité justement à développer massivement les machines, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune machine qui ne fonctionne pas avec de l'électricité. Donc ça veut dire que cette capacité à massivement engager des machines fait que on est capable d'augmenter la production, de produire plus avec beaucoup moins d'efforts. Donc ça, c'est l'évolution humaine. Donc déjà, je parle de ça parce que, bon, évidemment, ça peut paraître loin un peu de la municipale, mais je voulais poser ça parce que si on pose pas ça, si on pose pas ça comme étant le fondement même, de la capacité de l'humain à pouvoir se développer, après, on tombe très facilement dans les pièges en fait de la finance et de ce qu'elle nous envoie comme publicité, comme mensonge, comme faux semblant. Donc, il faut vraiment être clair là-dessus. Donc, évidemment, dans ce développement millénaire, Lyon et sa région ont pris leur part dans ce développement industriel. La région Rhône-Alpes, c'est la 2e région industrielle de France avec 418 000 emplois. Et on dira que, on n'est pas non plus, vous allez me dire, l'industrie, elle existe déjà en région Rhône-Alpes et à Lyon. Donc pourquoi est-ce qu'on serait en train de dénoncer la finance, vouloir industrialiser, etc. Alors, je veux bien aussi que tu mettes... D'accord. Enchanté. C'est pas parce que je parle trop fort. Je veux bien que tu mettes les... Alors, touc. Celui qui dit emploi Rhône-Alpes. Voilà, en 3e page. Voilà, ici. Alors, je ne sais pas si c'est visible pour tous. C'est pour vous dire à peu près qu'est-ce qu'on fait en Rhône-Alpes. Majoritairement, on fait de la métallurgie, c'est-à-dire qu'on produit des pièces métalliques. D'accord? Donc ça veut dire, c'est quand même 16% de l'activité d'industriel. Donc ça veut dire qu'on produit pour plein de machines. Ensuite, on a
la fabrication de machines et d'équipements, justement, donc qui est à 9,5%, 9,8%. Donc ça vous prouve que d'une certaine manière, l'industrie, elle repose majoritairement sur la production de machines. Et le marché des machines aujourd'hui est, disons, quasiment accaparé par l'Allemagne et le Japon. Donc évidemment, si on veut relancer une industrie, déjà il y a un secteur qui est porteur ici. Et la réparation et l'installation de machines et d'équipements, qui font 10,6%. D'accord ? Donc c'est vraiment les secteurs les plus, je dirais, les plus représentés. Donc ensuite, ceux qui ont beaucoup souffert, évidemment, c'est le textile. Et en fait, bon, bref, on va en parler. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette région est parmi, la région qui représente le plus l'activité humaine, je dirais, dans ce pays. Elle est hyper importante, et c'est-à-dire que si nous, on ne se bat pas contre la désindustrialisation, qui a quand même coûté en 20 ans 135 000 emplois dans la région, donc 2 millions en France, évidemment, si on ne se bat pas contre cette désindustrialisation, on risque de perdre l'outil principal du développement humain, et à ce moment-là, on n'est pas sûr, disons, que nos enfants pourront continuer à exister et à, disons, bâtir, aménager leur territoire. Donc, une des deux, disons, principales raisons de la perte de ces emplois, c'est que, disons, on a eu notamment une externalisation vers les services, donc c'est toujours de l'industrie, mais elle a été mise dans le domaine des services. Vous avez les délocalisations, qui sont, disons, possibles grâce à un libre-échange exacerbé, et à un système financier qui est totalement débridé et qui prend pas du tout la qualification de la main-d'œuvre comme, disons, comme critère, mais seulement son coût financier. Et la dernière chose, c'est les gains de productivité. C'est-à-dire que quand on est capable de produire plus avec moins d'efforts, évidemment, on a besoin de moins d'ouvriers et de plus de cadres. C'est-à-dire de plus de gens qui fabriquent des machines et qui les conçoivent que de gens qui vont directement influer sur le processus. Donc, ce processus, il est normal, au sens où c'est la signature, je dirais, de l'évolution humaine. C'est pas quelque chose qui est, disons, à déplorer. Pourtant, ce qui est à déplorer, c'est que le fait de ces gains de productivité crée un chômage dans l'industrie, mais ce qui est à déplorer, c'est que cette main-d'œuvre est inemployée, alors qu'il y a énormément de choses à bâtir. Et on verra, je pense après, il y a énormément de choses à bâtir. Donc c'est ça qui est le scandale, en fait. C'est pas le fait qu'on gagne en productivité, ça c'est normal, c'est même souhaitable, mais c'est qu'on n'emploie pas, disons, la main-d'œuvre. Alors, dans les secteurs porteurs, je dirais dans l'économie rhône-alpine, on a par exemple, bon, disons, ça c'est la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, qui identifie des ruptures technologiques. Alors les ruptures technologiques, on les a vues là tout à l'heure dans le graphe. C'est ce qui permet c'est la seule façon qu'on a à un moment d'aller contre l'épuisement des ressources, c'est de faire des ruptures technologiques. Alors qu'est-ce qui est proposé par les gens aujourd'hui en place? Alors les ruptures technologiques, c'est l'Internet mobile. Donc, si vous avez tous des applications iPhone, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire peut-être. Le travail de la connaissance automatisée, je ne sais même pas ce que c'est. L'Internet des objets, la technologie cloud. Voilà. Donc ça, pour le moment, bon, c'est un peu des choses un peu vagues. Ça va avec l'idée de métropole super connectée, où les gens, ils ont l'air d'échanger des choses intéressantes, mais bon, on ne sait plus trop vraiment. Et derrière, alors donc il y a des choses intéressantes comme la robotique avancée, qui devrait être fondamentalement poussée en fait en France, parce que c'est ça la base de l'industrie. Les véhicules autonomes, la génomique avancée, le stockage d'énergie, bon, c'est des choses intéressantes. Les imprimantes 3D, bon. Les nanomatériaux avancés, bon, jusque-là, bon, c'est des innovations, mais c'est pas des ruptures technologiques. Mais ce qu'ils appellent derrière rupture technologique, c'est par exemple l'extraction avancée de pétrole et de gaz, donc les gaz de schiste, etc., ce qui est totalement ridicule, et les énergies renouvelables, qui est à peu près la même chose, c'est même encore pire.
Et disons que ça veut dire qu'il n'y a aucune rupture technologique qui est donnée par rapport à la physique nucléaire, la fusion thermonucléaire contrôlée. Donc il n'y a aucune notion de, disons, de ce qui est capable de surmonter cet épuisement des ressources. Et donc ces gens-là, disons, si on les laisse au pouvoir aujourd'hui à la municipalité, ils n'auront aucune notion de ce qui est capable de faire passer un cap à l'industrie. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a le secteur des machines-outils qui est fondamentalement à pousser, parce que c'est la base, c'est le fil de l'épée de notre industrie. Il y a déjà des projets pour faire ça, pour faire des robots, notamment, je crois que c'est vers la Croix-Rousse, mais c'est des tout petits locaux, etc. Donc c'est vraiment des choses qui sont des vitrines, c'est-à-dire qu'on les expose à la presse, disons dans les médias, pour faire croire qu'on est en train de soutenir l'industrie, mais en fait il n'y a aucune massification de la chose, il n'y a aucune prise en compte, c'est un peu comme François Hollande qui dit on va réduire le chômage, les 4 millions de personnes, en créant 15 000 emplois jeunes. Vous voyez, ça a aucun rapport avec les proportions qu'on doit traiter. Donc c'est toujours comme ça en fait, c'est ça les mégapoles, c'est souvent de la poudre aux yeux, et derrière on n'a pas, je dirais, disons la quantité et la qualité de travail qui est fournie. Donc par exemple on a Renault Trucks qui est donc implanté à Lyon, qui fabrique des camions. Alors les camions, c'est sympa, mais c'est basé sur la question du pétrole. Donc nous, ce qu'on propose, c'est notamment faire des camions à hydrogène, c'est-à-dire commencer à être des pionniers dans la maîtrise de cette technique de l'hydrogène. Et de mettre aussi à profit certaines comment on appelle ça, certaines technologies, comme le cargo cap, qui est du fret, mais dans des tubes sous vide dans le sol, et qui permet justement d'alimenter les grandes villes, et même les villes aux alentours, de façon totalement automatisée. Donc ça c'est des choses qui, par exemple, pourraient totalement relancer l'industrie des camions, etc., l'industrie automobile en général. Et ça donnerait donc aussi des commandes pour les industries métallurgiques, pour tous les secteurs dans lesquels on est à la pointe. Et voilà, alors il y a d'autres choses. Le textile, je pense que le textile, j'ai pas encore tout été jusqu'au bout de ce que je voulais dans le secteur textile, mais en tout cas je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire avec des nouveaux types de matières, etc. Donc je dirais l'industrie, c'est un processus qui est en changement, qui ne doit pas en fait être vu comme, juste quelque chose de lourd, qui produit des choses lourdes. C'est quelque chose qui est en changement. C'est quelque chose qui permet, je dirais, de transformer qualitativement le travail. Et le rôle du politique, et c'est ce que nous on veut être en fait dans cette municipale, c'est dire que le politique, c'est pas juste quelqu'un qui regarde les choses passer et de temps en temps il like, vous voyez, il fait yes, I like sur Facebook. C'est quelqu'un en fait qui doit exiger les sauts technologiques, il doit les exiger. De Gaulle disait à des chercheurs à Toulouse, il disait le gouvernement, ça sert à dire aux chercheurs ce qu'il est préférable qu'ils trouvent. Et ça veut dire que c'est le rôle du politique, c'est d'anticiper le saut technologique futur et de dire moi je veux ça et vous me trouvez ça. Et après de trouver les personnes qui sont les plus créatives et de les lancer là-dessus. Donc ça c'est ce qu'on veut, et pour ça il faut des hommes de caractère, il faut des Aurore Ninino de caractère, il faut aussi changer, je dirais, la culture qui porte en fait cette industrie, c'est-à-dire celle des jeunes, celle des moins jeunes, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'une réforme de la culture, de l'éducation, et voilà, qui donne vraiment un sens de ce que c'est que ce développement sur le temps long de l'industrie. Voilà, je vais passer la parole à Marina. Merci. Alors j'ai l'impression qu'on va passer de l'infiniment grand à l'infiniment petit, mais que cet infiniment petit peut contenir tout à fait de l'infiniment grand, il n'y a pas de souci. Alors,
Moi j'ai noté soumission à la rareté, soumission à la finance. Bon, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça, lutter contre cette soumission? Par l'éducation, et à Solidarité et Progrès, on est vraiment très soucieux de ça. Et aujourd'hui, donc, je vais parler d'éducation dans le 3e arrondissement, et ce dès la maternelle. C'est-à-dire que pour développer cet optimisme et cette culture du progrès pour tous, eh ben, il faut commencer dès la maternelle. Parce que c'est à cet âge-là que les inégalités les plus flagrantes se jouent, et qu'on sait très bien qu'un enfant issu d'une famille aisée et instruite développera dès cet âge sa curiosité d'esprit, sa confiance en soi, etc. Et il faut donner à tous les enfants la possibilité de faire la même chose. Je pense que là où Gérard Collomb se trompe, c'est que la vraie richesse, ce n'est pas dans la monnaie. La vraie richesse, c'est la vivacité des enfants de 3 ans qui, bientôt, demain, créera justement une abondance et pas une rareté, une abondance de richesse grâce à leur inventivité. Et c'est ça l'investissement à long terme, et c'est là-dessus qu'il faut parier. Il ne faut pas parier sur autre chose, sur la City, dans le 3e arrondissement par exemple. En tout cas, c'était le pari du Conseil national de la résistance. Pourquoi ce ne serait pas le nôtre ? La ville de Lyon a donc un rôle très important à jouer dans ce rayonnement, et on peut tout à fait à Lyon s'appuyer sur des initiatives locales, qui existent déjà dans le 3e arrondissement, et les faire rayonner, les faire se propager à plus grande échelle. Par exemple, dès la maternelle, justement pour former des citoyens forts dans leur tête, qui ne se soumettent pas, eh bien, on peut commencer dès la maternelle à se poser des questions sur le monde, par exemple dans des ateliers philosophiques. Des ateliers philosophiques en maternelle, oh là là, non quand même, faut pas exagérer. Et bien si, exagérons. Dès la petite section de maternelle, on doit essayer de mettre en mots ce qu'on ressent, d'affiner son vocabulaire. Qu'est-ce qu'un ami? Est-ce que je suis bête si je me trompe? Ça, ce sont des questions philosophiques pour des élèves de cet âge-là, et ça leur permet d'exprimer ce qui est au fond d'eux. Et ensuite, à la maison, de reproduire ces questions-là et de créer du lien. Voilà. On n'est pas les uns contre les autres, on est ensemble, une société, ça se bâtit comme ça. Et donc, ça marche, d'autant plus que dans le 3e arrondissement, on a un bel exemple à l'école Condorcet. Il y a une institutrice qui fait ça depuis 2006, Isabelle Pouillot. Elle a écrit un bouquin, elle a fait des DVD, des CD-ROM, et elle mise beaucoup sur ces ateliers-là pour faire grandir des enfants qui n'ont pas peur d'eux-mêmes, qui n'ont pas peur du changement. Alors, se poser des questions sur le monde, ça peut être aussi, et surtout, dans des ateliers scientifiques. Et ça aussi, c'est pareil, à Lyon, il y a plein de choses intéressantes. Il y a Ébulliscience à Villeurbanne, La main à la pâte, l'association La main à la pâte qui met en relation des étudiants de l'école normale supérieure de sciences et des enfants. Par exemple, moi j'ai assisté à un atelier où un étudiant faisait comprendre à des petites sections de maternelle ce que c'était qu'un engrenage. Ils avaient leur petite fleur. Alors bah non, c'est pas une fleur, c'est une roue avec des dents. Et puis pourquoi ça tourne, etc. Alors même ils allaient même jusqu'à l'engrenage complexe en vertical et pas simplement étalé. Et l'engrenage a été inventé par Archimède dans l'Antiquité. Et ça a été une rupture technologique pour le coup. Donnons-leur le goût des ruptures technologiques dès le début. Et ça, ces initiatives individuelles ou associatives, la ville doit pouvoir les pousser. La ville doit pouvoir s'appuyer justement sur ces gens qui ont des idées et propager ce genre d'initiative. Dès la maternelle et à l'école primaire, on peut aussi apprendre à se laisser émouvoir par ce qui est beau. Apprendre à maîtriser ses émotions et à exprimer ce qu'on ressent
face à quelque chose de beau, même à créer quelque chose de beau soi-même. Par exemple, il y a quelque chose, la solidarité qui nous tient à cœur, ce sont les ateliers musicaux. Voir quelqu'un qui joue de la musique avec un vrai instrument, un violon par exemple, entendre, faire soi-même de la musique, ça permet à la fois de mieux se connaître. Par exemple, quand on chante, on développe une partie de nous qu'on ne connaissait pas, qui était inconnue jusque-là. Et chanter avec d'autres, ça permet... On est obligé d'être à l'écoute, si on veut que ça sonne bien, si on veut que ça soit harmonieux, et ça permet de mieux se développer. On pourrait imaginer, par exemple, dans une école du 3e arrondissement, de prêter 15 violons à des enfants de 5 ans, et puis, allez, on y va, on joue ensemble, on fait quelque chose, et puis au bout de peut-être 6 mois, 1 an, il se passera quelque chose de chouette. Alors, vous allez me dire, 15 violons, mince, c'est cher. Au Venezuela, en 2000, il y avait 250 000 enfants qui bénéficiaient de ce système. Alors bon, chez nous, 15 violons, c'est pas... ça va. C'est pour dire que, voilà, le Venezuela, on pense que c'est un pays sous-développé, enfin, en voie de développement, voilà, nous, voilà, la France. Non, au Venezuela, ils ont misé sur une initiative personnelle. C'est pas l'État qui a décidé un beau jour, c'est quelqu'un dans son garage, un jour, qui a, enfin, dans sa maison, qui a dit, allez, moi je pense, je suis musicien, je pense que si on veut sauver les enfants des favelas, il faut les arracher de ces favelas, et il faut les mettre dans une école de musique 3 heures par jour, l'après-midi après les cours, pour leur rendre accessible quelque chose de beau, des œuvres classiques en musique classique, ça force le respect quand on les entend, et en même temps pour participer eux-mêmes à quelque chose de fort, voilà. Et ça marche. Et pourquoi est-ce que nous on pourrait pas le faire? Enfin, c'est incroyable quand même. D'autant plus que dans le 3e arrondissement, il y a l'auditorium Maurice Ravel. On est au cœur quand même de la musique. On a l'Orchestre National de Lyon, qui est un super orchestre prestigieux. Et depuis quelques temps, 2-3 ans, le chef d'orchestre, Leonard Slatkin, c'est quelqu'un qui justement est contre l'élitisme de la musique classique et ferait beaucoup de choses justement pour amener la musique classique aux enfants. Donc, il faudrait pouvoir en profiter. Et d'autre part, à Lyon, on a une dizaine de luthiers qui existent encore et qui font leur travail. Et là aussi, c'est le rôle de la ville de passer commande. Allez, on fait vivre l'artisanat d'art, et puis on fait à la fois œuvre culturelle, œuvre économique, mais on fait vivre un tissu culturel. Dès la maternelle aussi, dès l'école primaire, il est urgent de commencer à comprendre que ce qui est bon pour le groupe est bon pour soi-même, et pas de s'enfermer dans sa bulle, de se dire que si on crée quelque chose, si on invente, si on a trouvé une belle idée, c'est encore mieux si on la fait partager aux autres et si elle est utile au groupe. Alors, dans le domaine scientifique, bien sûr, les inventions, bon, mais pas seulement, dans plein de domaines différents. Par exemple, dans la vie d'une classe, alors en 1794, quand a été fondée l'école polytechnique par Gaspard et Monge, c'était un peu ça l'idée, c'est-à-dire que ces deux bonhommes, Gaspard et Monge, ils ont décidé, Monge en tout cas, l'idée c'était que les premiers de la classe, quand ils ont bien compris la leçon, ils prennent un groupe en charge et puis ils expliquent à leur tour. Et c'est très formateur. On sait très bien aujourd'hui, tous les psychologues diront que pour bien comprendre une leçon, il faut pouvoir être capable de l'expliquer à son tour. Donc c'est à la fois une œuvre utile pour le groupe, puisqu'on a l'impression qu'on va perdre son temps, parce qu'on connaît déjà la leçon, on va quand même pas la redire pour que les autres ils aient la même note que nous, alors que nous on est quand même les premiers.
Mais en réalité, on sera quand même meilleur parce que de toute façon, on aura fait une démarche qui va justement développer notre intellect d'une autre façon. Et bien cet exemple-là, 1794, je l'ai retrouvé dans une école du 8e arrondissement. Alors c'est pas dans le 3e, mais l'école Paul-Émile Victor. Et alors dans cette école-là, c'est pas un instituteur, c'est l'école entière qui est basée sur ce principe-là. C'est-à-dire que les classes, c'est pas des classes d'âge, c'est des classes de vie. Donc il peut y avoir par exemple, dans une même classe, grande section, CP, CE1, et ils vivent ensemble toute l'année. Et donc, ils sont très autonomes, je les ai vus faire, encore une fois, c'est incroyable. Chaque élève pioche dans son stock de compétences qu'il doit acquérir, et allez, aujourd'hui, moi j'ai envie de travailler ça, hop. Et après, il y a un petit CP qui toque. Là, j'ai pas bien compris, ce que tu peux m'aider? Bah ouais, allez, le petit CE1, il va aider le petit CP. Et il est content, c'est valorisant. On n'est pas obligé d'être un premier de la classe pour aider le petit CP. Et c'est-à-dire que... Et quand on les entend, ces enfants, pourquoi est-ce que ça te plaît d'aider les CP? Et ben parce que moi, quand j'étais au CP, j'étais bien content que le CE1, il vienne m'aider. Et ça marche, Et du coup, ce sont des classes... Il n'y a pas de classe, il n'y a pas le maître qui parle et les élèves qui écoutent. C'est des petits groupes comme ça. Et les élèves, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et le professeur passe de groupe en groupe pour voir un petit peu. Et du coup, il s'occupe d'un seul élève à la fois, à peu près. Donc c'est très individuel. Et les enfants sont autonomes, ils savent pourquoi ils sont là. Oui, c'est ça, ils ont du sens. On leur a donné du sens. Voilà, et on a éveillé chez eux l'idée de progrès. Tout le monde progresse dans la solidarité. Et c'est l'inverse de la métropole où on claque la porte derrière soi. On s'enferme dans notre belle métropole brillante. Et ensuite, les autres, bon, tant pis pour eux. Alors, ces petits exemples que je vous ai donnés, il y en a 1000 autres. L'essentiel, c'est de laisser la possibilité aux professeurs de les inventer au fur et à mesure que les problèmes se posent, d'inventer les solutions qui vont avec. Ces ateliers-là, s'ils sont proposés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, tant mieux, on n'est pas rancunier, on n'est pas jaloux, c'est bien. Mais le problème de cette réforme des rythmes scolaires qui est mise en place par la gauche en ce moment, c'est que c'est une bonne idée au départ, mais que ça sent le roussi quand même. C'est-à-dire qu'il faut des moyens pour faire ça. Si on veut que 15 élèves aient un intervenant de qualité, par exemple un musicien de l'Orchestre National de Lyon, devant eux chaque semaine pour faire un peu de musique, il faut des sous. Ça, il ne faut pas reculer devant ça. Et pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que bon, il y a un fonds d'amorçage de 150 millions d'euros pour toute la France à se répartir. Ça fait 50 euros par élève à peu près, mais c'est sur 2 ans. Après, ils arrêtent. Qu'est-ce qu'on fait après? Bon, bah, voilà, il faut se débrouiller. Il faut trouver des fonds privés, je sais pas. Bref. En tout cas, le rôle de la mairie, le rôle de la ville, c'est de détecter toutes ces initiatives locales qui soient capables de redonner du sens à l'école. Vraiment, aujourd'hui, l'école, le problème, c'est pas la forme, c'est pas les rythmes, c'est le contenu. C'est ce qu'on veut en faire, où on veut emmener nos enfants. On veut emmener nos enfants à ne pas se soumettre aux lois de la finance et de l'économie telles qu'elles nous sont données aujourd'hui. Et pour pas qu'ils se soumettent, il ne faut pas en faire des moutons. Et ces ateliers-là, c'est des petits exemples à petite échelle, mais pour éviter d'en faire des moutons. Voilà. Alors, le rôle de la ville en général, et je terminerai là-dessus, et de l'homme politique vis-à-vis de l'école, c'est Arnaud qui me l'a montré, c'est de rallumer tous les soleils. C'est une belle citation de Jean Jaurès, que je trouve formidable, vraiment. Rallumer tous les soleils, je trouve que c'est ça, réveiller les consciences. Alors, pour lui laisser la parole, que ces consciences, elles ne se réveillent pas, qu'elles s'endorment pas sur des infrastructures dont on peut être fier, et qu'un beau matin, elles se réveillent sur des infrastructures obsolètes et sans avoir pu les transformer entre-temps.
Surtout, pour qu'elle puisse se rallumer et se réveiller, il faudrait que les gens puissent dormir. Donc on va parler de la politique de transport. Parce que la politique de transport, c'est ce qui conditionne le quotidien des gens, ce qui fait qu'ils vont avoir plus ou moins de temps pour dormir, qu'ils vont être plus ou moins rapides pour pouvoir se rendre sur leur lieu de travail, qui vont avoir la possibilité d'aller chercher leurs amis à la gare quand leurs amis vont venir, parce que déjà il y aura une gare. La politique de transport, c'est ce qui conditionne le quotidien des gens, et c'est directement en lien avec la question des infrastructures. C'est pour ça que nous, on va plutôt en fait se rebeller contre les propositions actuelles en fait, qui sont celles du gouvernement, du monde de la finance et de Gérard Collomb, qui sont plutôt dans l'ordre de réduire les investissements dans tout un ensemble de projets infrastructurels, que ce soit dans le rail, dans le fluvial, dans les tunnels, etc. etc. On voit par exemple que la ville de Lyon, de plus en plus, absorbe des communes, absorbe la substance économique des communes avoisinantes, de Vienne à Saint-Étienne, en passant par Roanne, etc. etc. Ce qui fait que de plus en plus de gens, des étudiants, des familles, des travailleurs, en fait, viennent vivre ici à Lyon, rechercher un emploi, souvent. Et donc on construit des nouveaux quartiers, mais souvent de plus en plus loin du centre-ville. Et donc aussi avec des moyens toujours de plus en plus moindres du fait de la crise économique, mais aussi non pas dans une réaction d'anticipation, mais dans la réaction en fait à ces nouveaux quartiers qu'on vient de construire très très loin. Et on construit des infrastructures à faible coût, mais qui ont beaucoup d'inconvénients. C'est le cas par exemple du tramway, je ne sais pas si vous prenez le tramway tous les jours, moi je suis amené à le prendre. Parfois le tramway c'est une demi-heure d'attente, parfois quand je viens en voiture, il y a le tramway qui passe devant moi, alors ça me fait un peu râler, mais bon. Ça laisse le temps de réfléchir. Et donc ça, c'est le problème en fait pour les gens qui habitent loin du centre-ville. C'est qu'ils vont avoir beaucoup de temps de transport. Ils vont être très éloignés des centres culturels. Ils vont être éloignés de la vie sociale. Et donc notre politique à nous, c'est de dire plus de métro, plus de dodo. C'est pour ça qu'on pense que le rôle du politique, comme ça a été dit, c'est d'anticiper en fait sur le développement, et je dirais même de dessiner le développement de demain. Ça veut dire de décider. On sait par exemple aujourd'hui que la ville de Lyon en fait s'étend de plus en plus vers l'est, donc de décider en fait des infrastructures qu'on va réaliser sur une planification longue, de l'ordre de 20 ans. Pour vous expliquer à quel point les infrastructures en fait, font partie de votre quotidien, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez révélateur, c'est la question des logements. Parce que quand on habite pas trop loin du centre-ville, les logements sont très 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 chers, le loyer, le coût d'achat des bâtiments, si vous avez la chance de pouvoir investir. Quand vous n'avez pas les moyens, vous habitez loin. Alors, dans ce cas-là, on peut imaginer qu'avec des nouvelles infrastructures de transport rapides, fréquentes, comme des métros, dont vous pouvez descendre de votre immeuble, vous savez que en 3 minutes, vous aurez un transport qui va vous acheminer jusqu'au centre-ville ou à l'autre bout de la ville. Avec donc ce type d'aménagement, à l'autre bout de la ville, vous êtes desservi. Ce qui fait que habiter au centre-ville n'est plus une obligation finalement pour avoir accès à la vie culturelle et sociale de votre ville. Donc
très rapidement, en fait, si vous avez ce type de politique infrastructurelle, il y a forcément beaucoup moins de gens qui vont se ruer dans les logements en centre-ville qui sont à des prix exorbitants, et vous aurez une baisse des loyers au centre-ville de Lyon, ce qui est déjà, donc, par l'investissement, une manière dont on peut lutter contre la spéculation immobilière. Voilà. D'autre part, ces investissements en métro, ces grands projets locaux vont aussi permettre de mieux desservir tous les centres culturels, hein, que ce soit la Maison de la Danse, que ce soit l'auditorium qui est bien desservi, mais pour d'autres régions de Lyon, je pense à l'Est lyonnais particulièrement, ça va créer des zones, on parlait tout à l'heure de l'artisanat pour les luthiers, des zones en fait où pour un commerçant ou un artisan, habiter et vendre n'est pas un challenge insurmontable. Alors je vais vous montrer ce qu'on propose comme type d'aménagement du territoire pour la ville. Voilà, ça c'est Lyon. Hop, hop. Voilà. Vous reconnaissez ? Donc vous avez le périphérique, celui qui est construit, hein, la partie est, et vous avez en pointillé la partie ouest, donc celui qui devrait être construit en partenariat public-privé. Donc si vous avez les moyens, vous pourrez ne pas subir les bouchons. Donc notre proposition à nous, Solidarité et Progrès, la liste Lyon Ville Pionnière, c'est que circuler en voiture dans Lyon ne soit pas insurmontable, même en heure de pointe, mais surtout de privilégier une capacité à se déplacer à l'intérieur de Lyon, au maximum en transport en commun. C'est pourquoi on propose le long, autour du périphérique, d'installer des parkings relais pour que les riverains, les habitants aux alentours, puissent rentrer dans Lyon et déposer leur voiture pour continuer les transports. Ça veut dire aussi qu'il faut allonger les lignes de transport existantes pour qu'on puisse, depuis ces parkings relais, se rendre partout ailleurs dans Lyon. C'est pourquoi on a proposé le rallongement de la ligne B, que vous voyez là en bleu, donc jusque Porte de Saint-Clair et jusque Hôpital Sud, et le rallongement de la ligne A, qui irait jusque Porte d'Alaï en passant par Confluence. Avec aussi l'idée que chacun de ces points le long du périphérique devrait être relié par ce qu'on appelle des liaisons express, de sorte à ce que à fluidifier l'ensemble, hein, en fait. Aussi notre proposition, qui n'est pas des moindres, qui est un projet majeur et qui est d'une très grande importance pour les habitants du 3e, c'est la réalisation d'une nouvelle ligne de métro qui aurait pour objectif de désengorger le C3. Je ne sais pas si certains d'entre vous prennent le C3. À côté de ça, les sardines ont de l'espace. Donc l'idée là, c'est justement qu'on va créer une ligne qui irait de Saint-Paul, la gare Saint-Paul au nord du Vieux-Lyon, pour rejoindre par le cours Lafayette la gare Pardieu et poursuivre sa desserte vers Montchat, peut-être même vers la nouvelle gare de Bron, 7 chemins, et peut-être donc ce qui permettrait aussi de retirer une partie des voyageurs et des trains qui aujourd'hui passent par la gare Pardieu. La gare Pardieu accueille 3 fois trop de gens et sans doute tout autant de trop de trains. Donc là, l'idée c'est qu'avec cette nouvelle ligne, on pourra même faire passer des nouvelles personnes, des nouveaux voyages à la gare de Bron et même peut-être vers Saint-Exupéry. Ça c'est la ligne, donc c'est une ligne à construire assez rapidement.
Donc ça c'est ce que devrait être une bonne politique infrastructurelle pour la ville de Lyon. Ça nécessite des bons investissements et surtout de ne pas concevoir les infrastructures comme un coût, mais comme effectivement des investissements. Voilà ce que je voulais dire. Ce type de politique, vu à l'échelle de la ville, peut être aussi et doit être promu par la ville à l'échelle de la région. Comme on a parlé des métropoles et de cet échelon de la mondialisation en fait qui voudrait exister mais sans faire vivre le reste, un peu comme dans les écoles, si vous avez des enfants qui veulent devenir premier de la classe mais sans aider les autres, ils vont finir par être bien seuls. C'est pareil avec l'Eurométropole. Le rôle que doit jouer Lyon, c'est de se prononcer sur d'autres grands projets d'envergure plus importante. Des conseils municipaux récemment ont pris position notamment sur le rapport de la commission Duron, qui est un rapport national de juin 2013, et qui supprime 67 projets sur 70 grands projets qui étaient des projets pour supprimer une grande partie des camions sur nos réseaux routiers. Donc des projets essentiellement, et aussi d'autres choses, comme la fluidification des autoroutes. Donc là, ça c'est par exemple le Conseil général de Bretagne a fait valoir le fait qu'il était inadmissible que l'on ne réalise pas ces investissements. Donc la ville de Lyon, de même, peut faire valoir qu'il y a un ensemble d'investissements qui sont nécessaires et qu'on ne fera pas une relance économique en faisant de l'austérité. Alors je vais vous montrer d'ailleurs les types de projets qui existent et qui ont été sabotés. Je ne sais pas si vous voyez, hop. Donc ça c'est, là-dessus vous avez deux projets sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Le premier c'est le canal Rhin-Rhône que vous voyez dans la grande bulle en haut à gauche. Donc vous voyez, c'est une espèce de ce qu'on appelle la patte d'oie. En fait, c'est un projet qui consiste à relier Chalon-sur-Saône et donc la Méditerranée, parce que Chalon-sur-Saône est connecté à la Méditerranée par voie fluviale via le Rhône. L'idée ici, c'est de connecter l'ensemble du Rhône au reste du réseau fluvial français. Donc évidemment, pour les entreprises, c'est très intéressant parce que ça leur permet d'alléger leurs coûts de transport, aussi de faire naviguer des volumes importants que vous ne pourriez pas faire naviguer, ou même vous ne pourriez pas faire transporter par route. Donc une baisse de coûts de transport. Et aussi la possibilité sur des rivières de créer des chaînes d'assemblage. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui vont se compléter les unes les autres et on va construire le début d'un réacteur nucléaire dans la première entreprise et le long du reste du fleuve, vous allez bâtir le reste de ce dont vous avez besoin autour de votre cœur nucléaire. On pourrait prendre le même exemple avec une voiture, si c'est plus simple. Vous construisez le châssis, puis vous posez les roues, puis après vous mettez la carrosserie, puis en bout de chaîne, vous pouvez vendre vos voitures partout dans le monde et partout en Europe. Donc ça c'est très intéressant. Il faut savoir que le long du Rhône, il y a déjà un ensemble de pôles justement très très attractifs pour les industries. Donc c'est là qu'on en vient à la question de l'emploi et donc à la question aussi de la rupture technologique, de ce qu'on voudra créer en fait sur ces zones industrielles nouvelles qu'on générera
au nord et certainement le long du Rhône existant. Voilà, c'est des endroits vraiment privilégiés pour les raisons que j'ai énumérées. Et donc il y a aussi, comme vous voyez là sur le schéma, un autre projet d'une grande envergure dont on a beaucoup parlé, c'est le projet Lyon-Turin, qui va normalement être construit si la France obtempère à remplir le cahier des charges de l'Union européenne. Si on veut bâtir l'Europe, il faudra bien faire quelque chose quand même autre que de la finance. Et donc nous, à Solidarité Progrès, on défend effectivement cette construction européenne là, et donc d'un projet Lyon-Turin qui doit pas être une chose en soi pour quelques privilégiés qui habitent Turin et qui ont de la famille à Lyon, ou le contraire, mais pour bâtir une Europe, des grands projets, donc allant de Lisbonne jusqu'à Kiev, et même plus loin si on écoute les propositions des pays qui sont partants. Là, on a la possibilité de faire du transport de voyageurs, mais aussi du transport de marchandises, le fret. Le train a cet avantage que l'avion n'a pas, c'est que dans chaque gare qu'on créera le long de ces lignes, il y aura un pôle d'attractivité pour le développement industriel, l'emploi. C'est un enjeu majeur, pour ne rien vous cacher. Dans cette optique-là, c'est dans cette optique-là que nous désirons faire que de ce développement infrastructurel, un développement qui profite réellement aux habitants de Lyon et aux habitants de la région. Donc c'est pas la réalisation de projets dans le but de faire transiter des marchandises qui viennent de Chine. C'est la réalisation de projets pour le développement industriel de la région. Et ça, c'est notre autre proposition. Alors, il faut savoir en fait que il y a eu des propositions qui ont été réalisées par des élèves de l'École nationale des travaux publics de Saint-Étienne, qui consistaient à rejoindre Lyon et Saint-Étienne en 10 minutes avec des trains à lévitation magnétique. Aujourd'hui, un trajet Lyon-Saint-Étienne, c'est 48 minutes. Ça veut dire que vous réduisez de 3/4 le temps que vous avez entre les différents points. Dans notre projet de boucle régionale, on a entre les différentes villes de la région et au-delà, parce qu'on a Genève aussi, et Bourg-en-Bresse, on a des durées qui vont de 1 à parfois 2 heures de transport. Donc on peut, à condition d'y mettre les moyens, justement de créer cette rupture technologique, d'investir dans des transports du futur tels que l'aérotrain ou le maglev, on peut réduire les distances, peut-être d'arriver à 1 demi-heure de transport entre les points les plus inaccessibles les uns des autres. C'est le type de pari que la ville de Lyon devrait prendre, engager des ingénieurs pour réaliser des études approfondies. Voilà, donc pour conclure, en fait, notre programme ne consiste pas du tout à s'adapter aux contraintes de l'ordre financier actuel, qui voudrait faire croire à chacun que vous pourrez vous en sortir, même si on sait qu'il y a de plus en plus d'écart entre les riches et les pauvres, et que peut-être cette élite nomade, vous pourrez peut-être en faire partie si vous allez à Wall Street Institute. Notre pari à nous, c'est que on peut améliorer le niveau de vie des gens, on peut améliorer leur appréciation de la culture, on peut leur donner une sécurité du travail, on peut faire que Lyon soit pas un îlot de développement dans un désert économique. Voilà.
Merci Arnaud, merci Marina, merci Benoît. Je crois que ça donne une idée très claire de ce qui peut être fait. Quels emplois pour les enfants demain, quelle réforme des rythmes scolaires, quels seront les temps de transport à Lyon. Voilà, ça donne une idée de ce qui peut être changé. Maintenant, voilà, il faut le faire au nom d'une vision du futur. Tout ça, c'est très beau, c'est possible, mais tout ce qui est beau et possible nécessite d'abord un combat politique. C'est d'autant plus fondamental que par rapport à la réforme des rythmes scolaires, aujourd'hui, moi j'ai discuté justement avec un directeur d'école dans le 3e arrondissement, et qui était mon ancien instituteur en CM2, qui me dit, avec cette réforme des rythmes scolaires, justement, en fait, c'est le début de l'école payante. C'est là où on va en arriver. Aujourd'hui, les emplois, est-ce que vous voulez que vos enfants ils aillent vendre des merguez au grand stade? C'est pas que j'ai rien contre les vendeurs de merguez, mais je pense pas que ça soit ce qu'on peut proposer comme ambition de futur pour Lyon. Et puis voilà, aujourd'hui perdre son temps dans des tramways avec des lumières qui changent au plafond et des super écrans digitaux comme je disais tout à l'heure, alors qu'en fait on a des métros qui sont 2 fois plus efficaces. Et encore les métros automatiques avec des quais longs comme on a en rajoutant des rames, c'est des choses qui débitent 2 ou 3 fois plus qu'un tramway pour qu'on s'embarrasse à revenir en arrière. Et c'est ça en fait cette rupture, aujourd'hui on la fait pas en avant, on la fait en arrière. Donc ça c'est ce qu'on doit représenter politiquement. Et donc le combat clairement pour arriver aux choses concrètes, avec Aurore Ninino et la liste Lyonville Pionnière, on s'est fixé un objectif très ambitieux qui est de faire élire Aurore Ninino. On se présente pas juste pour dire on fait quelque chose de nos vies, on le fait vraiment. Pour avoir un élu, si on a 2200 voix, ce qui représente plus de 5%, Aurore rentrera au conseil municipal du 3e arrondissement. C'est très ambitieux, je dis pas qu'on va y arriver, mais ça dépend de ce que vous allez faire. Parce que, donc on n'a pas pu les avoir ce soir, parce que à cause de la mondialisation financière, nos dépliants ne sont pas arrivés à temps, mais on les aura demain. Je vous passe les détails. Merci UPS. On aura 25 000 dépliants. Si on va toquer à 25 000 portes et qu'on parle à 25 000 personnes, ouais, j'inclus ceux qui seront pas chez eux, mais on pourra leur laisser le dépliant sur la porte. On créera un effet, comme on a déjà commencé à créer en faisant du porte-à-porte, en allant sur les marchés, en allant à la sortie des écoles, où les gens sauront qui on est. Ils verront que... parce que ce qui ressort vraiment, là, en ayant vraiment pas mal parcouru tout le 3e, c'est qu'il y a énormément de gens déjà qui sont partis pour pas aller voter. Et de toute manière, même chez ceux qui veulent aller voter ou qui d'habitude vont voter, il y a une énorme défiance, qui est la même chose au niveau local qu'au niveau national. Il y a ce risque d'abstention. Mais disons aujourd'hui, en fait, voilà, parce que la politique ne répond pas en fait aux réels enjeux de nos vies. Et aujourd'hui, l'idée de Lyonville Pionnière, elle répond à ça. Elle répond à ça. Et nous, on doit être les médiateurs de ça pour que les gens ils le comprennent très vite. Dans une campagne électorale, on a 8 semaines devant nous. Il faut que les gens ils captent que Lyonville Pionnière, ça répond à ces questions-là. Et que c'est ça qui va élever le débat et que c'est ça qu'ils doivent soutenir, y compris dans les urnes. Donc voilà, c'est l'objectif. Dès demain, on pourra vous fournir en dépliant, voilà, mais tout ce que vous voulez. Le but, c'est vraiment qu'on les distribue de la main à la main, c'est-à-dire on ne va pas les mettre dans la boîte aux lettres au milieu des pubs. Et c'est vraiment, on va aller sur les marchés, essentiellement. En plus, maintenant, on a monté une chorale militante pour pouvoir déblayer les diffuseurs de tracts de Colomb et de Havard là, qui sont là sur le marché, petit tract. Nous, on a une chorale, voilà, ça transforme l'environnement, justement, c'est une rupture vers l'avant. Ça met les gens en joie et en envie de découvrir ce qui peut être fait pour le futur. Et surtout, comme je disais, le porte-à-porte. Donc voilà, si vous n'en avez jamais fait ou vous êtes timide, eh ben, on viendra avec vous pour commencer. Mais si chacun de ceux qui sont dans cette salle et ceux qui n'ont pas pu venir ce soir viennent faire du porte-à-porte en équipe ou même en font 1 heure le soir en rentrant chez eux dans leur quartier, voilà, on peut réellement en fait faire quelque chose, y compris au niveau électoral. Pas juste au niveau des idées, mais au niveau électoral. Et ça, je pense que, en tout cas, voilà, à chacun d'y réfléchir, mais on a 8 semaines devant nous pour le faire. Ouais. Le micro et la parole est à vous. Johanna, elle s'est reconnue.
question pour Marina. Dans le cadre législatif d'aujourd'hui, est-ce que tu crois que mettre en place ces ateliers tels que tu les as présentés, c'est possible à Lyon? Tous ou tous les... Pardon. Vous voulez dire tous les ateliers dont j'ai parlé? Ou certains en particulier? Non, non. En fait, la réforme des rythmes scolaires, elle est un peu pour ça. C'est-à-dire que peut-être j'aurais dû aborder le sujet plus précisément. Donc, ce que le PS a mis en place, c'est que au lieu d'aller à l'école 4 jours par semaine, maintenant les enfants vont aller à l'école 4 jours et demi, donc le mercredi matin. Mais par contre, ils vont avoir des journées moins chargées, remplacées. Et les cours remplacés à raison de 3 heures par semaine par des ateliers justement. Et donc concrètement, il y a le créneau pour. Et nous on dit, on fonce, il faut y aller, il faut les remplir. C'est-à-dire que oui, légalement, c'est en train d'être fait. Par contre, encore une fois, il ne faut pas que ce soit de la garderie, quoi. Sinon ça n'a pas de sens. Oui, c'est possible. Oui, c'est une question de moyens en fait, parce que si on n'a pas d'argent, comment on trouve des animateurs formés et compétents? On en aura un pour 40 élèves, comme c'est le cas à Paris aujourd'hui, hein, la moitié des postes d'animateurs pour les temps libres en fin de journée sont pourvus, donc voilà, vous avez des animateurs qui n'ont quasiment pas d'expérience, qui n'ont pas de vocation, et qui gèrent 40 enfants, 30 ou 40 enfants, pour faire du coloriage ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est une question de moyens, et j'ai pas regardé le budget de la Fête des Lumières, mais franchement, voilà, avec le budget de la Fête des Lumières, d'ailleurs, quand même, je tiens à vous faire remarquer, parce que c'est vrai que toute cette, aujourd'hui, ce divertissement et cette austérité est déguisé un petit peu avec le label éco-responsable. Je pense qu'au moins ce qu'on peut saluer chez la Fête des Lumières, qui est d'ailleurs revendiquée, c'est qu'elle est 100% renouvelable, pas seulement énergétiquement, mais c'est-à-dire qu'elle produit autant de conneries qu'elle en consomme. Donc je pense que là-dessus, on pourrait largement s'en passer. Voilà, on fait des lumignons chacun, et puis voilà, mais voilà, on fait un tour de ville pour voir que notre ville est belle, c'est sympathique, mais en fait cet argent-là, plutôt que faire un big show laser, en fait on pourrait le mettre pour faire ça. Et ça c'est vraiment une question en fait de qu'est-ce qu'on pense de ce qu'est l'humanité, quoi. Est-ce qu'on est là pour se divertir et se mentir à soi-même, ou est-ce qu'on est là en fait pour qu'il y ait un futur pour nos enfants? Et ça, c'est une vraie question municipale qui, là, alors pour le coup, ne demande même pas de changer le système financier international. Elle pourrait être faite demain, quoi. Merci. Tout à l'heure, vous avez cité De Gaulle, oui. En fait, et déjà, je voulais savoir si vous partagiez le constat qui est que De Gaulle, lui, il avait les instruments de souveraineté pour appliquer certaines politiques. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, les instruments de souveraineté, on les a plus. Donc déjà, je voulais déjà savoir dans un premier temps si vous étiez d'accord sur ça. Et on les a plus parce que on les a délégués à la Commission européenne. Et moi, ce que je constate finalement, c'est que penser qu'on va réussir à 28 pays avec des intérêts divergents à avancer dans le même sens alors qu'on a des politiques, on a des partis politiques différents en place dans tous les pays, j'ai l'impression que c'est pas vraiment réalisable. Et en fait, c'est un petit peu hors sujet par rapport au municipal, mais je vous ai pas entendu vous prononcer sur votre position par rapport à l'Union européenne. Et voilà. En fait, l'Union européenne, en ce moment, elle est un peu occupée à essayer de promouvoir le néonazisme en Ukraine. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas trop s'occuper du développement humain en Europe. Leur but, en fait, c'est, je pense aujourd'hui, surtout de créer un choc des civilisations avec le bloc de l'Est, qui est la Russie et la Chine, et d'utiliser l'Ukraine comme un tampon et un laboratoire, de façon à montrer comment est-ce qu'on peut, nous on a eu jour de colère, hein, donc c'était sympa en France, mais là-bas ils ont des néo-nazis avec des cocktails Molotov. C'est des gens qui étaient totalement soutenus en fait par l'Union européenne. C'est-à-dire que ça n'a pas, c'est comme les terroristes djihadistes en Syrie, c'est-à-dire qu'ils ont été soutenus par l'Union européenne dans une stratégie en fait de tension avec la Russie et la Chine. Donc l'Union européenne aujourd'hui, en fait, elle représente totalement les intérêts financiers. Le patron de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, c'est quelqu'un de Goldman Sachs, un ancien. Donc c'est quelqu'un qui représente totalement les intérêts financiers, qui a donc
disons, politiquement et financièrement, en fait, l'Europe est totalement acquise à cette oligarchie financière. Maintenant, la question, c'est l'Europe, c'est un continent. Donc, comme on a vu avec notre politique de transport, c'est un continent qui est vaste, mais qui peut être très bien relié. Qui peut être, disons, on peut, disons, par une politique d'investissement, créer une culture européenne au sens que les gens ils se voient, ils se parlent, ils sont capables d'être souvent ensemble, etc., etc. Ils travaillent ensemble, ils fabriquent des choses ensemble. Donc une culture européenne, c'est possible. L'hymne européen, c'est la 9e symphonie de Beethoven. C'est quand même quelque chose qui prouve qu'il y a une unité dans la diversité qui est possible, et même dans la beauté, je dirais. Donc, moi, je pense que l'Union européenne, elle est fondamentalement nécessaire. La question, c'est que celle qui est aujourd'hui, actuellement, c'est une fausse Union européenne. C'est quelque chose qui est déguisé, qui est, qui est comme tout. Voilà, la fête de lumière, c'est le divertissement et l'opulence déguisée. C'est que du paraître. Et derrière, on a cette conception des mégalopoles, métropoles. C'est-à-dire qu'on est en train de promouvoir au niveau de chaque pays, l'Europe promeut au niveau de chaque pays cette idée des métropoles qui substituent aux États. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller derrière, en contradiction avec les constitutions et donc les principes fondateurs de chaque nation. Donc ça c'est l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Et nous on pense qu'il faut une Europe d'États-nations souverains, qui doivent contrôler leur monnaie et qui doivent investir leur monnaie dans des projets communs de développement. Et pour chaque pays, avoir des projets de développement. Ce qu'on appelait le crédit public, c'est cette chose-là. C'est l'idée d'avoir une souveraineté monétaire et une capacité pour un État à émettre du crédit à long terme, à faible taux d'intérêt. Donc ça, c'est la vision que nous, on défend. Déjà, Jacques Cheminade, au présidentiel, l'a défendu. Donc, au niveau municipal, ce qu'on a proposé, c'est de faire un vœu municipal pour demander une stricte séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, pour justement éliminer le facteur bulle spéculative et rétablir, disons, la souveraineté du crédit derrière. Donc c'est quelque chose qui doit se faire du local au global, et parce que au niveau de l'Europe, il y a des verrous partout. Hollande a décidé de ne pas attaquer le monde de la finance, donc il a décidé de se soumettre. Donc il faut envoyer un message depuis la base, depuis les communes. Et nous, on a déjà mobilisé 26, qui ne sont pas des communes énormes, de millions d'habitants. Mais en tout cas, c'est des communes pionnières. Comme Lyon devrait être une très grande ville pionnière dans ce combat. Donc oui, l'Europe, il faut la changer. Mais il ne faut pas l'abandonner aux métropoles, aux métropoles. Il ne faut pas l'abandonner à cette Europe... disons, de banquiers. Et il faut construire une vraie Europe basée sur la souveraineté des États. Voilà. Et surtout, pour poursuivre cette question qui est importante, la véritable question aujourd'hui, c'est en fait, est-ce qu'on va sortir de l'euro dans le chaos, ou est-ce qu'on va sortir de l'euro de manière civilisée? En réalité, c'est ça la vraie question. Aujourd'hui, même à l'Élysée ou à la chancellerie à Berlin, il y a des plans de contingence pour essayer de s'en tirer, etc. Mais le problème, c'est que c'est des plans qui sont faits pour s'adapter aux circonstances et qui ne sont pas du tout faits pour les devancer. Et d'ailleurs, les dirigeants n'ont aucune volonté en fait de les appliquer. Et aujourd'hui, d'autant plus, je reviens sur justement ce que tu disais sur l'importance de cette question de faire sauter le verrou financier, de neutraliser ces forces financières en coupant les banques en deux, qui n'est pas un débat qu'en France. Nous, on travaille avec des gens en Italie, on travaille avec des gens en Belgique, avec des gens en Allemagne, des gens un peu de partout dans le monde, y compris aux États-Unis, où c'est l'endroit le plus avancé. Et si d'ailleurs eux, ils le font, ça fera basculer le reste du monde. Là-bas, il y a quand même 90 députés déjà qui se sont engagés sur cette question-là, et c'est une énorme bataille là-bas. Qu'on est en train de pousser nous-mêmes, avec nos amis là-bas, avec le Larouche PAC. Et c'est ça, disons, en réalité, si on sait que cette Europe-là se désintègre et que cet euro va se cracher, la question, en fait, c'est pas d'attendre que ça se passe, mais en fait, c'est d'organiser la société qui viendra après.
C'est-à-dire que ça peut se faire qu'au nom d'un futur, au nom d'une vision positive, pas que pour la France, mais pour l'humanité. Après, si la France doit se retrouver à sortir de l'euro toute seule, etc., voilà, il faudra le faire. Mais on ne peut pas le faire au nom en fait, d'un repli, on doit le faire au nom justement d'une générosité, d'un principe d'expansion économique de nous Français en tant que membres de l'humanité et donc pour tous les autres pays. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui se passe en Russie ou en Chine, ils sont... Sûr, ils ont une vision des droits de l'homme un peu étroite, mais bon, à la rigueur, c'est pas pire que chez nous. Mais en tout cas, c'est des pays qui aujourd'hui ont une volonté de développer tout le continent eurasiatique, qui ont la volonté d'aller dans l'espace et qui en réalité se retrouvent à faire beaucoup plus pour le progrès humain qu'aujourd'hui cette Union européenne. Donc je pense qu'il faut sagement se tourner vers ces gens-là, pas en pensant que c'est des super-héros et qu'ils sont super gentils, mais parce qu'il faut penser au futur. Et comment on va transformer les pays voisins et comment on va transformer la Chine et la Russie pour que ça devienne des républiques qui seront vraiment au service de l'humanité et que nous, dans ce mouvement-là, on le redevienne. C'est ça qui est fondamental. Et pour revenir sur la question des vœux, ce que tu disais, il y a non pas 26 mais 27 communes qui l'ont déjà fait. Il y a même une commune de 20 000 habitants qui l'a fait dans le Nord, dans le Pas-de-Calais même pour être plus précis. Ça a été débattu à Rennes et à Toulouse. Ça a créé des gros clashs politiques. La conséquence du débat qu'on a provoqué au conseil municipal de Rennes, c'est que le conseil général de l'Ille-et-Vilaine, lui, a adopté ce vœu. Ils ont écrit à Hérault, à Hollande, à Moscovici, à la Banque de France, etc. Ça a créé pas mal de remous. Il y a des villes aujourd'hui en Ile-de-France qui sont en train de travailler là-dessus et qui en ont en contact. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui est en route. Et de partout où on n'a pas de candidat municipal, les militants et les sympathisants de Solidarité Progrès en fait interpellent les autres candidats, qu'ils soient grands ou petits, et surtout chez les listes citoyennes, les listes indépendantes, pour qu'eux-mêmes ils intègrent ça à leur programme et ils fassent passer ça dans leur conseil municipal s'ils sont élus, et même s'ils ne le sont pas, qu'ils soutiennent ce combat-là. Et pour vous dire à quel point justement on n'est pas salaud, en fait on a même écrit à tous les conseils municipaux du 3e pour leur refiler l'idée. Voilà, parce que c'est pas nous on ne cherche pas à en tirer gloire, on veut simplement que ça arrive. Voilà, donc ça c'est les choses aussi que vous pouvez faire en tout cas que vous pouvez dans lesquelles vous pouvez impliquer les gens que vous connaissez qui ne sont pas à Lyon ou dans le 3e arrondissement. Juste un petit truc pour... Ok, donc en gros, si je comprends bien, le postulat c'est qu'il faudrait idéalement qu'il y ait dans les 28 pays de l'Union européenne 28 solidarités et progrès qui s'entendent pour faire une Europe d'État-nation qui serait OK pour appliquer un programme de salut de l'humanité par la technologie. Et j'ai l'impression que c'est bien gentil, mais changer l'Europe, ça fait quand même 40 ans qu'on entend la même chose et qu'il ne se passe rien. Et je voulais juste préciser qu'un État-nation souverain, c'est pas un État-nation qui est fermé pour autant. C'est-à-dire, les États-Unis sont un État souverain. Oui, mais justement, c'est pas clair pour beaucoup de monde. Okay. Surtout quand on voit la tendance en général, je ne parle pas de vous, mais je vois la tendance qui se développe justement en fait, dans l'ensemble de la population française et le type de mouvement d'idées qui se propage, et on l'a vu avec Jour de colère. Là, il y a quelque chose qui effectivement, enfin pas du tout en fait ce qu'il faudrait faire en termes de vision en fait pour l'homme, qui est absolument périlleuse. Mais évidemment, en fait, on n'est pas des naïfs, on pense pas qu'on sera à 28 à se tenir la main et à faire la ronde et tout ça en disant vive l'Europe, ça n'arrivera jamais. Mais ça va se faire dans des circonstances beaucoup plus dures, hélas. Et c'est là, en fait, qu'il faut avoir un mouvement politique qui est organisé, qui a une vision pour le futur. Parce que si on ne prépare pas ça, si on n'a pas de vision pour le futur, je le redis, il n'y arrivera rien de bon ni en France ni ailleurs. Mais en tout cas, merci pour cette question, parce qu'elle n'est pas du tout hors sujet, en tout cas pas chez nous. C'est complètement dedans. Je veux revenir à quelque chose d'un peu plus lyonnais. Par rapport aux nouveaux quartiers qui voient le jour comme à Confluence, on remarque que c'est très beau, mais que c'est très peu habité. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de vie, et même les personnes qui y vivent trouvent que ça manque d'âme. Qu'est-ce que vous préconisez? Un métro. Ça suffira pas, là. En fait, en gros, la question, c'est par rapport aux grandes marques qui viennent dans les centres commerciaux, qui se développent autour de Confluence et qui vont continuer donc à grandir de cette manière-là, et qui donc chassent les petits artisans de ces endroits.
et qui ne peuvent plus se réapproprier ces endroits. Et c'est bien là le problème, c'est que comment est-ce qu'on peut faire passer ces petits artisans sur le nouveau modèle très bien fait, mais malheureusement qui semble voué à être que pour une élite du fait des prix. Bah moi je dirais, enfin là je suis allé j'ai trouvé que j'ai dû acheter un costume au centre commercial Pardieu, c'était la première fois que j'y allais de ma vie, un samedi après-midi. C'est l'horreur. C'est vraiment, je souhaite à personne de vivre ça dans sa vie, quoi. C'est vraiment la cohue, les gens sont vraiment, mais vraiment mauvais. Et la plupart, en fait, ils n'ont pas envie d'être là. Parce qu'en fait, comme tout le monde est là, c'est la misère. Il y a beaucoup de jeunes qui ont franchement rien à faire de leur samedi après-midi, parce que franchement, pour venir dans ces endroits-là, faut avoir rien à faire de sa vie. Faut être pas sportif, faut faire pas de musique, rien. Enfin, je sais pas. Et de toute façon, tous ces centres, ils sont conçus pour, disons, écouler une marchandise qui de toute façon vient en majorité des pays asiatiques. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas produit, disons, en Europe ou en France. Donc, c'est quelque chose qui est de toute façon conçu comme une vitrine de, je sais pas, comme une apparence, mais qui n'a aucune substance ensuite dans le réel. C'est-à-dire que c'est pas les gens qui les achètent, c'est pas eux qui les produisent, ou leurs parents, ou des amis de leurs parents, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que on est totalement, je dirais, dans une illusion. Disons, on est maintenu dans une illusion d'abondance, il y a beaucoup de choses qui nous sont accessibles, etc. Mais tout ça, en fait, est en train de se casser la gueule, parce que disons, ce qui permet tout ça, c'est l'endettement. C'est ce qui permet ça, c'est en gros le chantage qu'on va faire par rapport, disons, au système financier. Enfin, le système financier va faire sur les États, etc. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est viable, et il faut essayer de montrer aux gens. La question qui se pose ici, elle est vraiment dans quelle vision les gens ils ont de la capacité de l'être humain, en fait, à transformer son environnement. Donc il faut notre campagne, elle vise à faire comprendre aux Lyonnais, la première chose qu'elle vise à faire, c'est à leur faire comprendre ce que ça veut dire qu'être un être humain. Comment ça fonctionne, un être humain, comment ça découvre. C'est pour ça qu'on est pour des ateliers philo, des mains à la pâte, etc. C'est parce qu'en fait, nous-mêmes, on fait des découvertes tous les jours parce qu'on cherche. Parce qu'on cherche et qu'on cherche à comprendre les causes des choses, etc., etc. Comment sont construites les choses, comment elles sont produites, d'où elles viennent, pourquoi les choses sont faites, etc., etc. Donc on se pose sans cesse cette question. Et beaucoup de gens ne se posent pas la question. C'est pour ça qu'ils vont dans ces temples-là où en fait il n'y a pas besoin de se poser de questions. Il suffit de sortir une carte bleue et c'est maman et papa qui payent pour le moment, parce qu'on ne sait pas s'ils vont garder leur emploi. Mais en tout cas, c'est sortir les gens de cette illusion. Ça, c'est le rôle de notre liste. Réellement, c'est de sortir les gens de cette illusion. C'est pour ça qu'il faut faire du porte-à-porte. Parce que les gens, ils ont l'habitude d'être tout le temps connectés, Internet, Facebook, je sais pas quoi, j'étais au portable, j'étais au texto. De toute façon, je suis obligé de t'envoyer des textos parce que je suis dans mon putain de tramway, là. De toute façon, ça avance pas. Et j'aimerais bien être dans tes bras, mais en fait, je peux t'envoyer que des textos. Et puis quand j'arrive, je suis crevé. Et j'arrive même pas à te faire un bisou parce que, en fait, ça m'a gonflé, quoi. Donc il y a un moment, en fait, si on n'a pas une vision globale, je dirais, de l'aménagement du territoire, eh ben on est incapable d'avoir des gens qui sont heureux, disons, d'avoir une vie de famille, heureux de découvrir des choses nouvelles, etc., etc. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut aller les voir en porte-à-porte. Il faut aller les voir en vrai, parce qu'ils croient sinon qu'on est virtuel. Si vous mettez ça dans la boîte aux lettres, ils croient que vous êtes virtuel. Si vous arrivez et que vous posez des questions indiscrètes devant leur porte sur ce qu'ils vont faire pour leurs enfants, alors qu'ils sont là et tout ça dans la maison, moi je peux vous dire que ça va faire beaucoup plus d'effet.
Et si vous amenez toute notre vision, je dirais, du futur, de ce que peut engendrer ce type de révolution industrielle, ce type de révolution de transport, de l'éducation, les gens ils vont vous écouter, c'est ce qu'ils attendent. Donc il faut vraiment pas avoir peur en fait de se lancer et d'aller les voir. Moi je pense que c'est ça la clé aussi de la politique. Hein. Si les gens ils sont désillusionnés, s'ils arrivent à supporter franchement la part Dieu un samedi après-midi, c'est qu'il faut vraiment aller les voir, faut pas les laisser tomber quoi. Sur le quartier de la Confluence, il y avait le projet qui avait été, il y a le projet en fait qui est en cours de réalisation d'un musée qui regroupe tous les musées de sciences naturelles de Lyon. Est-ce que ce musée sera attrayant? Est-ce que ce musée donnera envie aux gens de venir faire des découvertes et de venir découvrir ce qu'eux-mêmes sont, leur part d'humanité, leur part de capacité à découvrir des nouvelles choses? Ça, c'est aussi une des questions qui doit être posée pour les municipales. Puis il n'y a pas de parking. Mais il y aura des métros. Enfin, si nous... Promesse de campagne. Si vous votez pour nous. Enfin bon, c'est pas le même arrondissement. Mais... Bonsoir, je voudrais juste revenir sur une chose qui a été dite concernant l'infrastructure, le développement, une petite chose qui m'a choqué. Vous avez dit que désenclaver un quartier en développant les transports en commun en direction du centre-ville faisait baisser les prix de l'immobilier du centre-ville, les loyers. Moi, ça me paraît un petit peu fallacieux parce que dans les faits, on sait bien que c'est pas ce qui se passe. Au contraire, c'est à l'autre bout de la ligne que les prix augmentent. Non, parce que s'il n'y a qu'une ligne, oui. Il y a moins de gens qui vont vouloir s'accaparer les logements du centre-ville. Oui, ça c'est la théorie, mais dans les faits, en fait, c'est qu'au contraire, il y a plus de gens qui vont aller dans le quartier désenclavé et qui vont augmenter la pression immobilière à l'autre bout de la ligne. C'est comme ça que ça se passe dans les faits. Bah oui, c'est pas faux, mais... Ben oui, si on fait qu'un petit bout de développement, effectivement, ouais, ça va inciter ce genre de phénomène. C'est pour ça que nous, ce qu'on essaye d'amener, c'est plutôt une vision globale de comment on peut avoir un développement homogène de la ville. Et aussi, par exemple, il y a une proposition que mentionnait Arnaud tout à l'heure, que nous, on intègre justement à notre vision de la ville, qui a été faite par l'association La Selle, qui s'occupe de l'embellissement de la ville de Lyon. Qui a proposé en fait que plutôt de continuer à faire grossir la part Dieu en creusant pour 1 milliard d'euros des quais souterrains, qu'on fasse une nouvelle gare TGV en fait à Bron-7-Chemin. Et ça, je trouve c'est une idée formidable parce que ça voudrait dire justement qu'on étendrait, qu'on répartirait le développement vers l'est lyonnais plutôt que de tout garder vers le centre et puis de forcer les gens à habiter dans l'est. Donc ça aussi, c'est question vraiment d'avoir vraiment une vision globale en fait de toute la zone urbaine et après même dans ce qu'amenait Arnaud au-delà. Mais après c'est sûr que si on se projette le jour où on aura quelque chose qui ressemblera à ça, c'est sûr qu'on sera plus du tout dans le même système où on aura effectivement des investisseurs, des spéculateurs et des banques qui vont aller nourrir cette spéculation immobilière. C'est sûr que il y a derrière cette vision de la ville aussi. C'est pas juste en faisant des métros ou un réseau de métros qu'on peut lutter contre la spéculation immobilière. C'est une inversion totale en fait de logique économique. Et c'est-à-dire que l'argent il doit aller justement à ce type d'investissement-là, soit au niveau des PME, au niveau des projets publics, plutôt que d'aller en fait faire gonfler des bulles immobilières, y compris à grands coups de tertiaire. Parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'on est en train de faire. Ça justement, le rôle d'une vraie réforme bancaire, d'une politique de crédit public. Et parce que justement en 1945 on a créé un Conseil national du crédit, c'est-à-dire qu'en fait c'était les forces économiques du pays qui se concertaient pour orienter le crédit. Donc c'est une force de loi sur les banques pour dire voilà ce genre de choses on les incite pas, ce genre de choses on les interdit et ça c'est par contre on le veut. Et ça c'est une question effectivement de volonté publique, ça va bien au-delà que de la simple politique de transport évidemment. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est que c'est le temps de l'action. Donc j'espère que vous avez tous laissé vos numéros pour qu'on puisse vous recontacter demain pour venir chercher des dépliants ou venir faire du porte-à-porte direct près de là où vous bossez ou habitez dans le 3e. Voilà, en tout cas dans le 3e.
pour ceux qui ne sont pas du 3e. Voilà, sachez que quand même, je reviens sur la petite histoire des dépliants, contre-temps fâcheux. C'est-à-dire qu'il se trouve que justement, en fait, dans cette Europe des métropoles, il est beaucoup moins cher de faire imprimer en Allemagne, où grâce à Peter Hartz, vous savez, qui a fait toutes les réformes de Schröder et qui maintenant conseille François Hollande, c'était un grand buzz depuis hier soir. En fait, voilà, en Allemagne, on peut employer des gens, des RSAST pour 3 fois rien, on peut employer aussi des Bulgares, etc., pour faire des travaux d'impression. Et même avec la livraison et tout ça, ça revient 40% moins cher qu'un imprimeur qui est à Lyon. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est contraint de faire imprimer via Internet en Allemagne. Et voilà, qu'après UPS avait fait une boulette, mais parce qu'ils ont un pauvre livreur qui en fait fait des tournées interminables et qu'il en a eu marre, et donc il a préféré pas sonner et passer à la livraison d'après plutôt que de nous livrer les dépliants ce soir. Donc voilà, c'est toutes les circonstances économiques et financières qui font qu'on n'a pas ce dépliant, mais on l'aura demain. Les 25 000, ça nous a coûté que 531,75 € pour vous dire la vérité. Bon, déjà les 500 €, ça fait une somme, il faut les trouver, mais surtout en fait les bulletins de vote, là on fera en sorte qu'il n'y ait pas de problème de livraison, mais on va aussi les faire en Allemagne. Parce que sinon on n'aurait pas les sous. En fait, ça nous coûtera 4 000 € pour avoir les affiches dans les bureaux de vote qu'on va coller nous-mêmes, pour lesquelles donc, on aura besoin aussi d'un coup de main, pour avoir les professions de foi dans les enveloppes, les déclarations de candidature, ainsi que les bulletins de vote dans les enveloppes, et surtout les bulletins de vote dans les bureaux de vote. Ce serait fort dommage en fait, en ayant cette liste, on n'ait pas les bulletins de vote dans les bureaux de vote. Donc ça a un coût qui est de 4 300 € TTC, grosso modo, quoi. Bon, ça serait 7 000 € si on faisait ici, ou 6 ou 7 000 €. Donc voilà, donc si vous pouvez faire, en plus de l'action que vous ferez à partir de demain avec les dépliants, faire un don à la campagne, pour qu'on puisse vraiment avoir ces bulletins de vote. Sinon, c'est un peu con. Évidemment, si vous avez des capacités financières limitées, il va falloir aller trouver des gens au porte-à-porte sur les marchés qui vont pouvoir vous aider, quoi. Hein, et parce qu'ils sont gentils et qu'ils pensent qu'on peut gagner. Voilà. C'est bon pour nous de la fin, non ? Ouais, mais d'ailleurs, on en a déjà plein qui ont fait ça, en fait, voilà, qui ont pris le programme, qui ont fait 10-20 € de contribution parce qu'ils trouvent que c'est bien, qu'il faut le soutenir, et donc voilà, et ça en porte-à-porte, quoi. Donc des fois, ça se fait en 5 minutes. Donc voilà, en fait, c'est... Quand on ose, en fait, être généreux avec les gens et être exigeant avec eux, vous verrez qu'en fait, on peut vraiment, en fait, changer les choses. Sur ce, c'était le mot de la fin. Nous allons clore cette réunion. Il n'y aura pas d'autres, je pense, a fortiori, on a discuté de réunions publiques dans la campagne. On veut vraiment mettre toutes les forces en fait sur le terrain. Voilà, donc restez connectés à notre mailing list et à votre téléphone.